à toutes et tous. Allez-y, prenez les photos, c'est un événement. Bienvenue. Donc à Sopro, 2 journées de conférences, d'ateliers, de rencontres, d'échanges. 2 journées riches et professionnelles, mais qui seront tout à la fois joyeuses, vous le verrez. Alors quand vous êtes entrés ici dans la salle, vous avez certainement vu le QR code que je vous invite à flasher. Il va vous amener vers une application sur laquelle vous pourrez, pendant toutes les conférences, répondre aux questions des quiz qui vous seront posés, mais également poser vous-même vos questions. Pour ouvrir officiellement ce salon des professionnels de l'orientation en Nouvelle-Aquitaine, j'ai le grand plaisir d'accueillir Jean-Louis Nambrini, vice-président de la région en charge notamment de l'éducation. On peut l'applaudir. Bonjour à toutes et à tous. Sous les flashs, on ne vous voit pas, mais j'ai le plaisir de saluer Madame Léonidas, première adjointe au maire de La Rochelle, qui ne peut pas être parmi nous ce matin. Mais merci Madame d'être présente et saluer de notre part Monsieur le maire. Je voudrais saluer la rectrice de l'Académie de Poitiers, mon cher Bénédicte. Nous travaillons la main dans la main sur ces sujets. Et d'ailleurs, ce matin, nous avons une mise en bouche, si je puis dire, au lycée hôtelier, où des jeunes nous ont fait part de leurs projets et de leur cursus d'orientation. Alors, je veux saluer aussi le président de Cap Métiers pour son présent de président, mais pour son passé d'éducation nationale, mon cher Pierre-Yves. Monsieur le recteur. Saluez Jean-Charles Ringard, mon cher Jean-Charles. Merci d'être présent et de contribuer. Alors, il y a d'autres personnes qui sont dans un train qui a 1h30 de retard et que je saluerai au fur et à mesure. Ça va simplifier le protocole. Alors, c'est une journée évidemment tout à fait particulière puisque il n'y a que des professionnels et que des personnes qui devraient être saluées pour leur qualité, ici. Alors, je ne vais pas le faire nominalement, mais tout de même, il y a des représentants de Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine, dans le désordre, hein, de l'ONICEP. L'ONICEP, Frédéric Alexandre Bailly, directrice générale, n'est pas encore là, mais sera présente parmi nous. Il y a des représentants des OPCO, des réseaux consulaires, d'associations diverses, de fédérations, des acteurs du Conseil en évolution professionnelle, mais aussi le réseau des missions locales. Et puis, les directeurs de CIO, des PsyEN, des professeurs principaux, les ambassadeurs métiers de la région, des éditeurs, etc., etc. Et pour couronner tout ceci, bien entendu, il y a nos amis d'autres régions qui se sont jointes à nous, de Franche-Comté, de Centre-Val de Loire, du Grand Est, des Hauts-de-France, de l'Île-de-France, de l'Occitanie, des Pays de Loire. Merci aux représentants de ces régions d'être venus voir ce que nous faisons en Nouvelle-Aquitaine et que nous souhaitons partager de façon à bâtir cette compétence que nous donne la loi de 2018 et sur laquelle nous reviendrons. Bien sûr, quand on parle de région de France, il faut évoquer François Bonneau, vice-président de Région de France, président de région lui-même, bien sûr, et qui nous fait l'honneur, non pas d'être présent, il ne peut pas être là aujourd'hui, mais il nous a envoyé une petite vidéo où son enthousiasme pour le sujet transparaît, vous le découvrirez. Et puis je salue Emmanuel Georges Picot, conseiller évidemment formation professionnelle, éducation, orientation et emploi de Région de France. Au fond, j'espère n'avoir oublié personne. Tout l'intérêt de cette réunion, finalement, réside dans cette annonce. Nous avons rassemblé
Et je crois que ça ne s'est jamais fait, ou peut-être en tout cas rarement, ou en tout cas pas à ma connaissance. Et pourtant, j'ai un long passé, comme vous pouvez le voir à l'image, n'est-ce pas, dans tous ces métiers, et notamment les métiers de l'orientation. L'important, c'est que vous soyez là. Et c'est l'objectif, s'il y avait un objectif de ce salon, de ce SOPRO, c'est de vous rassembler. De vous rassembler parce qu'il faut faire vivre les compétences que la loi donne aux régions. Alors je les rappelle brièvement. On se souvient bien de la loi de 2014, n'est-ce pas, qui crée le service régional de l'orientation et qui confie aux régions la coordination du service public régional de l'orientation. Qu'est-ce qu'on en a fait de cette compétence? Point d'interrogation. Peut-être que ce sera une question importante. Qu'est-ce que ça veut dire coordonner? Est-ce que ça veut dire piloter d'une certaine façon? Est-ce qu'on a vu le sujet de l'orientation scolaire du plus tôt, de l'éveil des vocations à l'école primaire parfois, jusqu'à la réorientation au cours de sa vie professionnelle? Il y a tout un parcours d'orientation dont les étapes précédentes sont nécessaires pour comprendre le processus que l'on a engagé. Eh bien, que peut faire la région? Eh bien, ceci, vous rassembler. Est-ce que nous avons des compétences spécifiques, mon cher Pascal, que j'ai oublié de signaler tellement je t'associe à mon travail, Pascal Cavit, délégué à l'orientation, et nous travaillons ensemble sur le sujet. Pardon, Pascal. Avons-nous les compétences au-delà de celles de Pascal, de celles de la direction de l'orientation, de celles de notre agence Cap Métier? Ça, c'est une poignée de personnes, et nous avons des centaines de milliers de jeunes à informer. Avons-nous les compétences? Non, les compétences, elles sont dans la salle. Mais encore faut-il les fédérer. La région est, sur ce sujet comme sur d'autres, une instance qui rassemble. Ça, c'est notre objectif premier. Mais rassembler sur la base d'une connaissance réelle de nos populations. Je ne peux pas ouvrir ce SOPRO sans rappeler la nécessité absolue que nous avons, et cela nous incombe, de réactiver l'ascenseur social dans notre République. Réactiver l'ascenseur social. Sans ascenseur social, notre République se dessèche. Toute une partie des talents sont inexploités. Car faire émerger des talents, c'est du travail. Il y a des milieux où les talents émergent naturellement, mais il y a beaucoup de milieux où il faut persuader que l'on a des talents. Donc, réactiver l'ascenseur social. Et je veux rappeler 2-3 données chiffrées maintenant. Nous venons d'avoir un rapport de notre Conseil économique, social et environnemental, notre Césaire régional. Quelques chiffres, ayons-les en tête tout au long de ces 2 jours. La pauvreté dans notre région touche 35 à 40% de la population. 2,4 millions personnes, à un titre ou à un autre, sont touchées par la pauvreté. Elle est parfois habillée en jaune sur les ronds-points, n'est-ce pas? C'est-à-dire que notre constat, c'est un constat de réflexion sur la solidité de notre République. On ne parle pas d'autre chose ce matin. On n'est pas dans la technique de l'orientation. Non, on situe nos métiers en fonction de ces enjeux fondamentaux. Comment, d'un milieu social, on peut espérer
par le truchement de l'école, par le truchement de tous les outils que nous avons à notre disposition, changer de conditions, donner par procuration espoir aux parents et confiance aux parents dans notre monde et dans notre République. Alors c'est 780 000 personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, dont 230 000 enfants. 230 000 enfants, 20% de notre population. Et croyez-moi, quand on sait quels sont les poids des déterminismes sociaux, ce sont des concepts que vous manipulez tous les jours. Mais encore faut-il les prendre en compte, ce déterminisme social qui vous interdit de penser même la question que vous pourriez poser, qui vous interdit d'aller vers les institutions censées vous aider. 230 000 enfants. J'espère ne pas faire d'erreur là, 170 000 jeunes de 16 à 30 ans qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation. Je sais, on a des outils pour ça, mais ils sont quand même là, ces jeunes. Alors que cette conscience sociale soit au cœur de nos réflexions, c'est notre objectif. Pour atteindre cet objectif, nous avons une méthode. Lundi prochain, au Conseil régional, nous allons nous réunir pour voter notre feuille de route dit Néoterra. C'est une feuille de route concernant les évolutions climatiques, etc., etc. Il y a eu Néoterra 1, il y aura Néoterra 2. Notre méthode. Là, pareil. Avons-nous les compétences pour penser le climat, pour penser l'instruction des espèces, etc. Non. Nous nous fondons sur l'expertise scientifique, sur la recherche. Des centaines de chercheurs. Nous allons les convoquer lundi. Ils vont nous parler et ensuite nous délibérerons. Mais c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. Nous avons un objectif, nous portons cet objectif, j'espère le montrer à travers mes propos, mais nous avons besoin de l'expertise que chacun d'entre vous, à un titre ou à un autre, vous représentez. Donc, il faut s'appuyer là-dessus. Je pourrais citer de nombreuses personnes de la salle, mais je ne vais pas le faire. Je vais simplement évoquer Thierry Berthet, parmi les chercheurs qui nous accompagnent, et derrière son nom, toutes les compétences que vous représentez. La connaissance du territoire aussi. On a besoin de la connaissance du territoire. Et Jean Petot, professeur à Sciences Po, qui va nous rejoindre, est un fin connaisseur du territoire politique, bien sûr, mais social. On a besoin de la connaissance du territoire pour parler orientation. On ne peut pas en parler globalement. Et c'est d'ailleurs ce qui légitime la parole d'un conseil régional sur le sujet. On peut porter de l'universel à partir d'un territoire aussi petit soit-il. Alors, cette méthode est au service d'une politique que l'on essaie de conduire. Et nous avons, nous, une lecture territoriale de toutes les réformes nationales, comme tout le monde, toutes les régions, mais singulièrement chez nous. Nous, ce que nous voulons, c'est que partout sur le territoire, au-delà de ce que peuvent apporter les efforts sur la mobilité, sur le logement, qui permettent le déplacement des jeunes vers les lieux de formation qui permettent l'ascenseur social, nous voulons que les territoires puissent porter en eux-mêmes un espoir de progrès. Si Alain Rousset était ici à ma place, il aurait déjà dit que partout sur le territoire, dans un monde où les connaissances se développent au-delà du secondaire, au-delà du baccalauréat, que sur nos territoires s'épanouissent ce qu'il appelle des petites universités de proximité.
en termes plus académiques, on va dire développement de l'enseignement supérieur partout où c'est possible, à partir de lieux d'excellence qui apparaissent sur le territoire. Et c'est ainsi, Madame la rectrice, que nous lisons en particulier la réforme de la voie professionnelle. Cette réforme de la voie professionnelle que nous scrutons avec une attention, mais vraiment très particulière. Elle porte des objectifs que nous partageons. Rapprocher les jeunes de l'emploi sur le territoire, ce qui nécessite une connaissance fine des possibilités du territoire en matière d'emploi. L'industrie est très largement rurale sur notre territoire, ne l'oublions jamais. Donc il faut en avoir une connaissance précise. Mais en même temps, il n'y aura pas d'ascenseur social s'il n'y a pas d'ascenseur social par la voie professionnelle. Réfléchissons à ceci. Les populations les plus défavorisées se concentrent dans nos lycées professionnels, qu'on le veuille ou non. C'est comme ça. Ce qui est d'ailleurs déjà un problème quant à la réussite de nos missions respectives en matière d'orientation. C'est la donnée aussi qui se réfère à ce que je disais tout à l'heure sur la pauvreté. Si nous n'avons pas la possibilité de permettre à des jeunes d'accéder à l'enseignement supérieur via la voie professionnelle, c'était le projet au cœur du Bac Pro 3 ans, alors nous allons louper quelque chose. Alors nous n'aurons pas ce rêve d'ascenseur social qui nous porte. J'attire l'attention sur des petites choses qui paraissent comme ceci, anodines. Par exemple, le Bac Pro plus 1. Le Bac Pro plus 1. Est-ce que le Bac Pro plus 1 risque de dessécher le Bac Pro plus 2 à travers le BTS, n'est-ce pas? Si c'était le cas, alors nous passerions à côté de cet objectif de l'ascenseur social par la voie professionnelle. Eh bien, nous, sur le territoire, à notre échelle, avec nos petits moyens, nous serons très attentifs à ce sujet. Pas contre, mais très attentifs. Pas contre, mais désireux d'être entendus. Chers amis, vous voyez, ce salon Sopro porte des ambitions. Nous voulons en faire un lieu d'échange, de partage. Ce sont des mots un peu passe-partout, n'est-ce pas? Mais j'espère que mes propos leur donnent du sens. De partage d'expérience, de façon à porter ces objectifs qui nous tiennent tellement à cœur, de justice sociale. Nous proposerons de nous placer sous le regard des bénéficiaires. Et tout au long de la journée, nous allons être accompagnés par de grands témoins. Et parmi ces grands témoins, il y aura des jeunes du Conseil régional des jeunes. Nous venons de créer cette instance. Des jeunes eux-mêmes qui vont juger nos travaux, qui vont regarder ce qui se passe. Ils seront accompagnés par monsieur, notamment, Damien Dalavi, directeur associé de Systonic. Alors, monsieur Dalavi, qui est ici au premier rang, je vous renvoie à Sud-Ouest ce matin. C'est tout à fait le hasard, mais ça tombe très bien, monsieur Dalavi. Vous êtes à l'honneur du journal Sud-Ouest. Merci de nous accompagner. Votre regard de chef d'entreprise est absolument essentiel. Les jeunes, vous-même. Et puis, nous aurons également parmi ces grands témoins Chantal Villota-Germain, qui est personnalité qualifiée de Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine, avec laquelle nous travaillons de très près.
Et puis Jean-Charles Ringard, qui sera à la fois intervenant, mais aussi ce témoin vigilant du haut de son expérience, de sa grande expérience. Et puis je crois, mais je n'ai pas encore vu, que Mazarine Pinjot sera présente également, présidente de Philosophia, et qui, à ce titre, contribue à nos réflexions sur l'orientation. Ces témoins regarderont nos conférences, nos ateliers, et nous livrerons leurs conclusions demain soir, et nous verrons si nous sommes sur le bon chemin. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci et bravo. Merci, Monsieur Lambrini. Et donc, je vous propose d'accueillir à présent Madame Bénédicte Robert, rectrice de l'Académie de Poitiers. Nous pouvons l'accueillir aussi, s'il vous plaît, et l'applaudir. Bonjour, madame. Bien, Monsieur le Vice-président, cher Jean-Louis, tu as cité et salué l'ensemble des parties prenantes de ce bel événement, l'événement SoPro. Je m'associe bien sûr à tes salutations. Je voulais simplement saluer les personnels de l'Éducation nationale, tu me permettras de le faire spécifiquement, les personnels du service régional de l'information, orientation, lutte contre le décrochage scolaire, le SRAIOLS, et des 3 académies de Bordeaux, Limoges et Poitiers. Mesdames et messieurs les personnels de direction, d'inspection, psychologues de l'Éducation nationale, directeurs de CIO et enseignants. Je suis évidemment très heureuse d'ouvrir ici à La Rochelle le premier salon des professionnels de l'orientation organisé par le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine avec l'appui de la région académique Nouvelle-Aquitaine et l'ONICEP. La mission de l'Éducation nationale, ça n'est en effet pas seulement de former les élèves et de les préparer aux examens. Elle est aussi là, l'Éducation nationale, nos personnels, nous-mêmes, pour guider les élèves dans leur parcours scolaire et leur permettre de rejoindre les formations les plus adaptées, mais aussi les plus ambitieuses. À bien des égards, c'est dans cette responsabilité que se joue l'égalité des chances à travers l'éducation. Tu as parlé beaucoup, Jean-Louis, de l'ascenseur social. C'est exactement de la même chose dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Je crois que quand on s'engage dans un événement comme celui-ci, quand on s'engage dans des missions comme les nôtres, eh bien, la question du pourquoi on le fait est essentielle. Et ce pourquoi, c'est effectivement cette question de l'égalité des chances. À cet égard, je voudrais dire que le travail reste immense. Je voudrais simplement citer 3 faits. Premier fait, notre région, la région Nouvelle-Aquitaine, se caractérise par un taux d'accès à l'enseignement supérieur bien inférieur à la moyenne nationale. C'est autant de jeunes qui, en n'accédant pas à un niveau Bac+2, Bac+3, peut-être Bac+5, eh bien, n'accéderont pas non plus à un niveau de qualification qui leur permettra de s'intégrer à un meilleur niveau professionnellement et peut-être à sortir eux-mêmes et leurs familles de la pauvreté. Deuxième fait, tu parlais du lycée professionnel, deuxième fait que je trouve extrêmement lourd, extrêmement questionnant, le fait qu'un enfant de cadre a 12% de chances de poursuivre sa scolarité en lycée professionnel. Vous imaginez de quoi je vais parler ensuite. Un enfant d'ouvrier ou d'inactif, lui, a 41% de chances de poursuivre sa scolarité en lycée professionnel. On est au cœur des déterminismes socio-économiques. Et puis, troisième fait, troisième principe, le fait que l'orientation reste très genrée. Quand on travaille sur cette question avec les uns et les autres, on a ceux qui baissent les bras et on a ceux qui se remontent les manches. Et je crois qu'il n'y a pas de fatalité sur ce sujet de l'orientation genrée. Donc la tâche reste immense et notre mobilisation, singulièrement auprès des élèves de milieux défavorisés, chez qui les choix sont les plus socialement déterminés, doit être entière. Ce travail d'orientation, d'accompagnement à l'orientation, de lutte contre les déterminismes socio-économiques, il s'exerce aujourd'hui dans un contexte renouvelé qui questionne les acteurs de l'éducation et les professionnels de l'orientation. Contexte renouvelé, d'abord parce que les familles, et y compris celles de milieux modestes d'ailleurs, ont de plus en plus perçu l'importance des choix d'orientation. Alors évidemment, un moment cristallise l'attention collective, celui de la procédure Parcoursup. Il faut quand même rappeler que Parcoursup rend visible la quasi-totalité des formations de l'enseignement supérieur, ce qui légitimement crée des aspirations
et peut engendrer des déceptions. Mais c'est un progrès immense, notamment en termes de démocratisation. Et nous devons continuer d'éclairer les élèves et leurs familles sur son fonctionnement pour justement montrer tous les atouts de cette procédure Parcoursup. Je pense que chacune et chacun ici dans cette salle se souvient de ces démarches au moment de l'orientation post-bac. Et on peut, je pense, tous dire que le récépissé la lettre recommandée n'est quand même pas la meilleure façon de pouvoir s'orienter dans l'enseignement supérieur. Deuxième élément de contexte, l'augmentation de la visibilité sur les formations de l'enseignement supérieur et les demandes des familles a fait émerger un marché de l'orientation qui, naturellement, peut creuser encore les inégalités. Et puis, enfin, l'orientation ne peut ignorer le sujet de l'articulation entre l'éducation et l'emploi, avec tout ce que l'on sait des dynamiques actuelles du marché de l'emploi, la nécessité aussi d'anticiper les évolutions du marché du travail, le besoin croissant en compétences transversales et d'autres évolutions encore. Dans ce contexte, l'accompagnement à l'orientation doit être une priorité partagée. Une priorité partagée. C'est une pédagogie de l'orientation, me semble-t-il, qu'il nous faut arriver à construire, qui associe les enseignants, vous êtes quelques-uns présents aujourd'hui, avec les professionnels de l'orientation, vous êtes très largement présents aujourd'hui, en première ligne et en locomotive. C'est dans ce sens que, dans le cadre de ce que nous proposons en collège et au lycée, nous appuyons le développement et la formalisation du parcours à venir pour construire cette pédagogie de l'orientation, d'abord au collège, donc, puis au lycée. L'enjeu est de développer chez les élèves des compétences à s'orienter. Qu'est-ce que sont ces compétences à s'orienter ? C'est notamment la connaissance de soi, la connaissance des métiers et enfin la connaissance des formations. C'est ainsi qu'un référentiel des compétences à s'orienter a été conçu pour le lycée général et technologique. Il doit être complété pour le lycée professionnel et à venir pour le collège. C'est le fruit d'une belle collaboration avec l'ONICEP. Deuxième point sur lequel je voudrais intervenir, en lien avec cet accompagnement à l'orientation, un point sur la découverte des métiers. Ça a l'air de rien comme ça, mais quand vous êtes élève de 3e, aujourd'hui, on évalue un élève de 3e connaît en moyenne 15 métiers. Alors effectivement, en connaissant 15 métiers, on peut difficilement se projeter, choisir, savoir ce vers quoi on a envie de tendre. Et l'orientation, dans ces cas-là, se fait moins sur un projet, mais plutôt sur des résultats scolaires. Et c'est ce que nous cherchons à inverser. Nous cherchons à faire en sorte que le processus d'orientation, pour éviter qu'il soit subi et qu'il puisse être choisi, s'appuie sur un véritable projet de l'élève. Alors ce projet de l'élève, c'est des compétences à s'orienter, mais dans ces compétences à s'orienter, un levier essentiel, je l'ai dit, c'est la question de la connaissance des métiers. C'est une grande transformation qui ne dit pas son nom en collège et vers laquelle nous devons tendre et progresser plus fortement. Pour être efficace, l'orientation ne saurait être un sujet technique ou à part, mais je pense que tout le monde ici en est convaincu. Mais au-delà, elle doit être véritablement imbriquée dans l'organisation des enseignements. Alors, c'est l'essence même de la réforme du lycée général et technologique, à travers la fin des filières. On sait que ces filières, elles n'étaient pas portées par des projets d'élèves, mais plus par une hiérarchie sociale. Et le fait que ces filières soient remplacées par le choix des enseignements de spécialité. Nous avons là aussi un travail d'accompagnement essentiel à faire auprès des élèves et de leurs familles pour qu'ils apprennent toutes et tous à maîtriser ce choix d'enseignement de spécialité et à s'en emparer pour en faire un levier de réussite, notamment dans l'accès à l'enseignement supérieur. Quelques mots enfin sur la transformation que connaît le lycée professionnel. Je te rejoins, Jean-Louis, la question du lycée professionnel est absolument essentielle à la compréhension du sujet de l'égalité des chances. Je l'ai dit tout à l'heure, un enfant de cadre a 12% de chances de rejoindre le lycée professionnel, un enfant d'ouvrier 41%. Si on veut construire l'ascenseur social, ça veut dire que nos lycées professionnels doivent mener au métier d'ingénieur de demain. Comment est-ce qu'on y arrive ? Alors, comment est-ce qu'on y arrive ? Nous sommes engagés à partir de cette rentrée dans la réforme, une grande réforme du lycée professionnel. Je voudrais rappeler que c'est 1 milliard d'euros qui a été mis sur la table pour soutenir cette réforme du lycée professionnel, en lien évidemment, puisque c'est un sujet de compétences partagées, notamment dans le cadre de la carte des formations,
avec ce que les régions peuvent investir sur ce sujet. L'objectif du lycée professionnel, c'est l'insertion professionnelle au bon niveau de qualification. Alors, ça suppose d'abord de traiter la problématique du décrochage. Vous allez en parler pendant ces 2 jours. La question du décrochage scolaire est une question qui, moi, ne cesse de m'interroger. Ne cesse de m'interroger parce que comment peut-on voir disparaître de nos formations, en cours de formation, dans les transitions encore plus, autant d'élèves? Alors, dans les statistiques, ça apparaît faiblement, 6%, 7% des élèves. Dans les faits, on a tous les ans, dans l'Académie de Poitiers, des centaines d'élèves qui sortent de notre système éducatif sans qu'on sache vraiment dire où ces élèves sont allés. Ils ne sont pas tous en situation de décrochage, mais une partie l'est vraisemblablement. Et cette question du suivi des élèves est une question essentielle. Alors pourquoi j'en parle en lien avec le lycée professionnel? Parce que même si nous avons un peu de décrochage au collège, nous en avons encore plus au lycée professionnel. Le lycée professionnel représente au niveau national et dans les 3 académies 1/3 de nos lycéens. C'est évidemment un poids surreprésenté chez les décrocheurs, puisque ce sont 2/3 des décrocheurs qui sont issus du lycée professionnel. Donc on a un sujet, lycée professionnel et décrochage scolaire. On a un sujet, je sais que ce sujet, vous ne le découvrez pas, vous vous y attelez depuis des années, des décennies peut-être même. Et aujourd'hui, évidemment, il ne s'agit pas de dire que ce qui est fait ne convient pas. Il s'agit de dire, est-ce qu'on peut trouver des moyens complémentaires pour encore renforcer ce que nous faisons actuellement au lycée professionnel en matière de lutte contre le décrochage scolaire. Alors, dans ces dispositifs, et en lien avec Pôle emploi, nous avons installé le dispositif Tous droits ouverts, qui, évidemment, n'est peut-être pas encore connu actuellement parce qu'il faut d'abord mettre à l'épreuve les dispositifs existants, mais je ne doute pas que ce dispositif sera fort utile dans le courant de l'année scolaire. Nous accompagnons également l'insertion professionnelle par des dispositifs nouveaux et complémentaires. Là, un dispositif qui est très normalement connu dans vos établissements scolaires, c'est Ambition Emploi pour les élèves fraîchement diplômés, mais qui n'ont pas à ce stade d'insertion professionnelle. C'est aussi des modules spécifiques en cours de formation pour continuer de consolider les compétences professionnelles pour faciliter derrière l'insertion professionnelle. Ces dispositifs se mettent en place en collaboration, je l'ai cité, avec Pôle emploi, avec les missions locales, avec les acteurs des PSAD. Et je voudrais vraiment dire que ces partenariats sont absolument essentiels. L'éducation nationale ne saurait travailler seule sur ces sujets. Je me réjouis vraiment sincèrement que vous puissiez réfléchir ensemble à ces enjeux fondamentaux pour notre jeunesse. Je me réjouis aussi plus largement de l'excellente collaboration qui existe aujourd'hui entre les autorités académiques et le Conseil régional dans le cadre du partage de compétences. Tu l'as dit, Jean-Louis, je me permets également de partager cet élément. Nous nouons aussi des relations étroites avec l'enseignement supérieur et régulières avec le monde économique et le monde associatif. Il faut tout un village pour éduquer un enfant, dit le proverbe. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, il faut tout un village pour bien orienter un enfant, et c'est vous qui en détenez les clés. Merci de votre présence aujourd'hui. Merci de votre engagement pour nos élèves. Merci et bravo. Et je vous invite donc à présent à regarder, écouter François Bonneau qui nous a adressé cette vidéo. Jean-Louis Nombrini nous en a parlé tout à l'heure. Très heureux de vous retrouver. J'aurais tellement aimé être avec vous aujourd'hui, avec vous pour ces 2 jours. Je salue en particulier mon collègue et ami Alain Rousset. Je salue également Jean-Louis Nombrini, qui est un acteur de cette marche vers l'accompagnement de l'orientation. Je salue l'ensemble des professionnels qui sont réunis en Nouvelle-Aquitaine, dans cette très bonne région qui a pris très vite la mesure de cette responsabilité sur l'orientation. Ce salon est le très bienvenu. Il est le bienvenu parce que nous devons, en matière d'orientation, d'accompagnement des jeunes, du collège au lycée et après, vers l'autonomie pour porter véritablement un parcours d'orientation, nous devons changer les choses. Le sentiment que c'est compliqué, que c'est difficile, il est partagé par un grand nombre de gens. C'est la raison pour laquelle les régions ont choisi de s'impliquer.
Elles le font fortement avec une légitimité puisqu'elles ont une responsabilité dans la formation des jeunes, parce qu'elles ont une responsabilité dans le développement économique et que le chaînon qui va de la formation initiale vers l'insertion dans les emplois d'aujourd'hui et de demain, c'est bien celui du parcours d'orientation, c'est bien celui du choix et c'est indispensable. Nous le faisons aussi parce que les métiers aujourd'hui n'ont pas forcément tous un visage spontané, perceptible par le très grand nombre. Il faut donc mettre en place, et les régions sont engagées fortement, et Nouvelle-Aquitaine l'a fait en avance de phase. Nous voulons véritablement faciliter cette découverte du monde professionnel, cette recherche du rapport qu'il y a entre soi, ses intérêts, ses compétences, son projet, et puis ce monde professionnel d'aujourd'hui et de demain. C'est l'engagement fort des régions. Nous avons, les uns et les autres, mené un combat acharné pour faire reconnaître cette nécessité d'une action publique forte, une action publique ouverte à tous, une action publique qui permette le parcours, et donc une coopération de la responsabilité de la région avec les acteurs de l'éducation nationale, mais aussi, et peut-être surtout, avec les acteurs du monde professionnel. Les régions sont engagées, elles sont engagées de mille manières, avec beaucoup d'innovation. Elles sont engagées sur de nouveaux outils, elles sont engagées sur des événements qui permettent une rencontre avec les professionnels. Elles sont engagées pour favoriser véritablement, avec le numérique, avec le présentiel, avec le direct, avec des structures qui accueillent, avec de la mobilité, des bus, etc. Elles sont engagées pour que partout, tout au long du parcours de nos jeunes, du collège au lycée et à l'enseignement supérieur, ils puissent avoir ces occasions de rencontre, ces occasions de confrontation. À un moment où on pose, et c'est une très bonne chose, la perspective du stage en seconde, deuxième quinzaine du mois de juin pour tous les jeunes, il nous paraît essentiel de donner à cette relation entre le temps des jeunes en études et les activités professionnelles, il nous paraît essentiel de resserrer les liens. Il nous paraît essentiel de chercher avec les responsables d'entreprise des meilleures conditions pour que ces stages soient des stages véritablement formateurs, des stages de découverte, des stages qui permettent de donner aux représentations de chaque jeune une assise, un contenu, une confrontation avec le réel, de le faire dans une relation avec l'éducation nationale qui soit vraiment une relation qualitative et non pas une relation conflictuelle. Nous sommes en train d'écrire une nouvelle étape de l'orientation. Les régions sont fortement engagées, elles ne sont pas fortement engagées toutes seules, isolément, elles sont engagées pour vraiment créer cette chaîne, ce parcours de bienveillance, ce parcours de découverte, ce parcours qui fera que les métiers de demain ne seront pas vécus avec angoisse, mais seront vécus avec enthousiasme, seront vécus avec énergie. Donnons à tous nos jeunes, donnons-leur l'énergie, l'enthousiasme du futur, l'énergie, l'enthousiasme des métiers de demain. C'est la perspective, c'est l'entrée principale des régions dans cette nouvelle étape. Alors, pour ces 2 jours, confrontons nos expériences, confrontons nos engagements, parlons avec les acteurs de l'orientation, créons ce commun sans lequel nous ne parviendrons pas à donner à tous nos jeunes cette confiance et cet espoir, que ces 2 jours soient vraiment une nouvelle étape d'innovation et de réussite pour nos jeunes. Alors démarrons justement avec énergie cette première conférence. C'était au cas où si on avait prévu une petite chanson entre deux. Merci, donc démarrons avec une essentielle conférence sur les référentiels dédiés aux compétences à s'orienter, adapter au public. Une conférence essentielle car nous allons nous mettre d'accord sur les définitions, les caractéristiques, les ressources, le cadre qui ont pour objectif d'accompagner les jeunes dans leur formation initiale et tout au long de leur vie. Alors, j'imagine que vous avez tous tout à l'heure flashé le QR code et on va démarrer cette conférence par un quiz. Donc vous allez sur l'onglet sondage et répondez à cette question. Le référentiel de compétences à s'orienter, adapté au public. Le connaissez-vous ? A, oui et je l'utilise. B, oui mais je ne l'utilise pas. C, non, je ne le connais pas. Alors pendant que vous votez, je vais inviter nos 2 intervenants à venir me rejoindre. Kimberley Briou, maître de conférence en psychologie du développement, et Frédéric Paluy, directeur territorial de l'ONICEP
en Nouvelle-Aquitaine. On peut les applaudir en même temps qu'on répond au sondage. Et puis, il est en régie, on ne le voit pas, mais l'inimitable et l'intraitable Urbs est présent avec nous. Il va donc croquer tous ces moments pendant ces 2 jours de conférence. Alors, est-ce qu'on peut regarder à présent les votes, les résultats? Eh bien, il semblerait que ce référentiel soit plutôt méconnu. Et quand il est connu, il n'est pas très utilisé. Êtes-vous surpris, l'un et l'autre? Je vous invite à attraper vos micros. Êtes-vous surpris par ce résultat? Non, pas vraiment. C'est vrai que c'est un référentiel qui est relativement récent. D'autant plus qu'en termes d'ONICEP, c'est un référentiel qui, pour l'instant, n'est qu'un outil papier et qui a pour vocation à déboucher sur des outils beaucoup plus utiles, à la fois pour les enseignants et enseignantes, pour les personnels de direction, de manière plus globale pour tous les acteurs de l'orientation, tous ceux qui vont accompagner les élèves, les étudiants, les étudiantes, mais aussi les élèves eux-mêmes. Alors, cette conférence va se dérouler en 2 parties. La première est centrée sur la définition des référentiels et la méthodologie de construction. Dans la seconde partie, on s'intéressera notamment au programme à venir ainsi qu'à la mise en œuvre pratique du référentiel. Notez qu'entre les 2 parties, vous pourrez poser vos questions. Je vous laisse tous les deux nous faire votre présentation. Bien, bonjour tout le monde. Je me représente peut-être rapidement. Kimberly Brioux, maître de conférence en psychologie du développement et membre associé du laboratoire de psychologie et d'ergonomie appliquée. Donc, Frédéric Paluy, donc directeur territorial de l'ONICEP pour toute la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, et donc on va effectivement commencer cette présentation par une définition un petit peu des compétences à s'orienter. Donc au regard du résultat du sondage, ça tombe bien. A priori, ce ne sera pas trop de la redite, enfin en tout cas j'espère. Donc si on définit un petit peu le terme pour savoir de quoi on parle avant de présenter concrètement le référentiel. Donc on est sur l'idée d'un ensemble de compétences très largement qui vont fournir aux individus, aux groupes d'individus. Alors là on parle d'élèves, effectivement d'étudiants, etc. Donc un ensemble de méthodes structurées pour leur permettre de à la fois recueillir, analyser, synthétiser ou encore organiser un certain nombre d'informations à la fois sur eux-mêmes, donc sur soi, sur les formations et sur les métiers. Donc on retrouve effectivement les éléments que Madame la rectrice a pu introduire tout à l'heure en parlant des compétences à s'orienter. Et ces compétences, elles permettent aussi aux personnes de pouvoir à la fois définir et aussi gérer des décisions et des transitions en lien avec la construction de leur parcours d'orientation, donc au sens dynamique et dans une temporalité aussi à plus ou moins long terme, effectivement. Et ces compétences-là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elles vont être déclinées en termes de savoir ou de connaissances, en termes de savoir-faire, donc comment je vais mettre en application mes connaissances. Par exemple, avant de se lancer dans une recherche d'information, est-ce qu'on a déjà connaissance de la méthode pour pouvoir justement travailler sur une recherche d'information et des savoir-être, donc des savoir-être qui correspondent plutôt aux attitudes ou aux postures qu'on va pouvoir adopter à certains moments. On pense par exemple, voilà, comment se présenter dans le cadre d'un entretien pour un stage, entre autres. Et tous ces savoir-faire, savoir-être vont former ce qu'on appelle dans la littérature donc un savoir-agir en contexte. Donc ces éléments-là de définition, ils permettent aussi de transmettre des repères structurants à la fois pour l'éducation à l'orientation, donc on en reparlera après plus en détail, et également l'orientation tout au long de la vie, donc qui est un paradigme dans lequel on s'inscrit largement en tant qu'acteur de l'orientation aussi. Donc les éléments aussi ou les aspects critiques, comme vous pouvez le voir, à considérer dans la définition aussi, c'est l'aspect multidimensionnel des compétences à s'orienter. Donc elles sont effectivement nommées au pluriel
Et on le verra après dans des illustrations plus concrètes, c'est-à-dire qu'on a un ensemble de compétences, un ensemble de savoir, savoir-faire, savoir-être, qui vont parfois se conjuguer, mais surtout qui vont devoir aussi être travaillés dans une dynamique et dans une interaction en fait. Voilà, des aspects aussi développementaux et différentiels. Donc on va le voir, les compétences, ou comme vous le savez déjà, je pense, les compétences, elles vont se travailler dans une séquence, voilà, elles vont être travaillées en progressivité, donc c'est l'aspect développemental qu'on va pouvoir retrouver, se construire dans une progression ou à différentes étapes, qu'on soit avec un élève de 6e, de 3e ou de terminale, évidemment, on peut travailler une même compétence, mais dans des subtilités ou dans des niveaux de précision qui vont être différents. Et des aspects différentiels, donc autrement dit, qu'est-ce qui va pouvoir différer d'un individu à l'autre sur l'acquisition de telle ou telle compétence. Et là, on pourrait se rapprocher de la question aussi qui est souvent posée, celle de l'individualisation aussi des parcours ou de l'accompagnement de chacun dans la construction de son parcours via les compétences à s'orienter. Donc, on a aussi un troisième aspect important, donc, qui est l'aspect dynamique et contextuel d'une compétence. Donc, j'ai cité tout à l'heure effectivement quelques exemples, mais évidemment, l'objectif aussi des compétences, c'est qu'elles puissent être transposables ou transposées dans tel ou tel contexte. Donc, si j'ai appris à faire une recherche d'informations sur les métiers, sur les formations au collège ou au lycée, je suis en capacité de remobiliser ces compétences-là, de recherche d'informations, de synthèse, de restitution, etc., quand je suis étudiant ou quand je suis professionnel, etc., puisque c'est des éléments qu'on va tous, à un moment donné, remobiliser dans ces exemples que je cite, donc différents contextes. Des aspects socioculturels, évidemment, qui sont très importants à prendre en compte. Donc, ça a été cité tout à l'heure dans les différents discours d'allocution d'ouverture. Donc, par exemple, il y a une compétence sur la question du réseau, donc comment je peux développer, mobiliser mon réseau. On sait effectivement qu'en fonction du milieu dans lequel on évolue, la question du réseau, elle va se poser avec plus ou moins de force, je dirais. Donc parfois, on peut avoir des élèves ou des étudiants qui ont effectivement un réseau plus ou moins déjà construit, qui peuvent aller solliciter assez facilement, et d'autres, par contre, qui doivent être accompagnés, ne serait-ce qu'en leur disant, voilà, vous êtes, admettons, étudiant, vous avez des enseignants extérieurs qui sont aussi des professionnels. N'hésitez pas à aller les solliciter pour vos recherches de stage, par exemple. Donc des choses toutes simples, mais auxquelles ils ne pensent pas forcément de prime abord. Et enfin, les aspects éducatifs, donc ils peuvent se retrouver, on le verra tout à l'heure, sur la question de la construction de séquences, en fait, de séquences pédagogiques qui permettent aux élèves de développer donc ces fameuses compétences à s'orienter. Donc on a aussi sur la question de la structure et la structuration ou l'implication des référentiels, donc finalement comment ces référentiels au pluriel vont être du coup conçus. Donc généralement, ce qu'on retrouve dans la littérature, c'est des caractéristiques structurelles qui sont communes au référentiel. Peut-être vous avez déjà croisé ou vu le référentiel des compétences de Pôle emploi, voilà, pour citer un exemple. Donc on va retrouver ces caractéristiques structurelles-là, une déclinaison notamment en grands blocs de compétences auxquels vont être associées des compétences spécifiques. Je vous montrerai après un exemple avec évidemment le référentiel des compétences à s'orienter. Une définition aussi opérationnelle de chaque compétence pour être sûr en tant que professionnel de savoir voilà, de quoi on parle déjà avant de pouvoir le travailler avec les individus. La connaissance de soi par exemple, le fait d'apprendre à se connaître, donc de quoi parle-t-on exactement, connaissance de soi, estime de soi, est-ce que c'est synonyme, voilà, des choses comme ça, donc vraiment quelque chose qui va nous permettre de construire après notre travail d'accompagnement. La question aussi de la vision progressive, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, donc la vision progressive dans l'acquisition des compétences qui ici, dans les référentiels, vont être déclinés dans ce qu'on appelle des niveaux de progressivité, donc comment je vais accompagner justement l'élève, l'étudiant, etc., dans cette acquisition en fait progressive. Et enfin, toujours dans
les référentiels l'identification de plusieurs pistes d'action pour pouvoir acquérir chacune des compétences. Et ce qui est important aussi à souligner dans l'identification des pistes d'action, c'est qu'elles sont données aussi, mais elles doivent toujours, comme on le sait, être adaptées évidemment à sa propre pratique ou encore au public qu'on est amené à accompagner. Donc voilà, ce sont des pistes qui sont amenées après à être réinterrogées, retravaillées. En tout cas, pour le référentiel des compétences à s'orienter, c'est aussi comme ça qu'on l'a pensé. Et la question après qu'on se pose, c'est quelles sont les implications finalement dans les pratiques d'éducation à l'orientation à différents niveaux, hein, je ne recite pas. Donc la question de comment on peut parvenir à transposer les compétences à s'orienter en termes d'objectifs pédagogiques. Et là, on peut se situer dans le paradigme de l'éducation à l'orientation que j'ai cité tout à l'heure dans la présentation. Ce qui nous amène aussi au développement d'actions structurées et coordonnées. Donc, par exemple, comment on arrive sur la durée du collège, la durée du lycée ou autre en fonction des niveaux d'études, à créer en fait tout un écosystème en se disant voilà le parcours d'orientation de l'élève de la 6e à la 3e, on va le travailler sur la base admettons du référentiel des compétences à s'orienter et comment voilà on arrive à faire coïncider, coordonner chacune des actions qu'on va proposer pour qu'il y ait du sens aussi, du sens à la fois pour les acteurs, mais du sens aussi et surtout pour les élèves. Voilà, qu'il n'y ait pas cet effet un peu soit de redondance ou soit de quelle est la signification de telle ou de telle action qu'on a fait à tel ou tel moment du parcours. C'est vraiment voilà, créer une cohérence dans un parcours identifié pour les élèves. Travailler, donc ça rejoint le 3e point que je ne vais pas reciter du coup, disposer aussi, c'est important, d'un cadre commun et aussi opérationnel pour concevoir l'orientation, donc comment on arrive en fait à fédérer les équipes sur cet objet orientation, que ce soit un objet véritablement partagé et surtout qu'on puisse en discuter, le travailler avec un langage commun qui reposerait là par rapport à ce qui nous préoccupe, par exemple sur le référentiel des compétences. Ce qui nous amènerait aussi avec ce travail en équipe-là à cultiver aussi la diversité des pratiques, voilà, qu'on soit enseignant, professeur, qu'on soit psychologue de l'éducation nationale, etc. Donc on a tous nos pratiques spécifiques, nos pratiques dédiées et comment chacun, chacune peut aussi amener avec sa vision, avec sa lecture, avec son expérience propre, à créer justement des dispositifs qui soient les plus complets possibles en direction toujours pareil de l'élève ou de l'étudiant en l'occurrence. Et enfin, concevoir aussi l'éducation à l'orientation à travers l'orientation tout au long de la vie. Donc là, je les relie ensemble en fait pour ramener encore une fois la notion aussi de parcours et de progression comme j'ai pu citer tout à l'heure. Donc on arrive finalement à la question du référentiel des compétences à s'orienter, donc l'origine un petit peu, comment on en est venu en tant qu'équipe de recherche à travailler sur la construction de cet outil. Donc ça a été une réflexion, ou des réflexions surtout, partagées avec l'ONICEP, donc dans l'idée de pouvoir appréhender l'orientation à travers cette notion de compétence à s'orienter. Et il se trouve que, notamment mon collègue Laurent Sauvé avait pu développer un référentiel des compétences à s'orienter dans le supérieur, qu'il avait utilisé à ce moment-là pour développer une unité d'enseignement dédiée à l'accompagnement à l'orientation des premières années de licence psychologie. Et donc, tout le travail, en fait, a commencé un petit peu de là. Et l'idée aussi, c'était de pouvoir concevoir et améliorer les ressources et les pratiques, donc dédiées à l'orientation, et enfin de fédérer ce qu'on appelle voilà, les alliances éducatives. Donc, tout un ensemble d'éléments qui nous a permis de commencer un petit peu cette collaboration qui dure voilà, depuis quelques années maintenant, depuis 2020, si je ne me trompe pas. Et donc on a aussi intégré cette démarche dans le programme à venir, dont mon collègue Frédéric Paluy parlera plus en détail juste après. Donc comment on a fait ? On a choisi en fait de mettre en place une méthode qu'on appelle de recherche-action participative et d'utiliser aussi une démarche itérative pour pouvoir concevoir ce référentiel.
Donc, c'est-à-dire qu'on a fonctionné en 2 grandes phases de construction. Donc, une première phase dite plutôt phase de recherche, où on est allé interroger dans un premier temps donc, des acteurs de l'orientation au sens très large. Donc, on peut retrouver voilà, des enseignants, des psychologues de l'éducation nationale, des directeurs de CIO, des inspecteurs, etc., etc. Donc, on les a interrogés au cours d'entretiens individuels en leur posant des questions sur finalement qu'est-ce qu'un élève devrait connaître ou savoir faire pour s'orienter, quel serait pour un élève le bon état d'esprit pour construire voilà, son orientation, s'orienter de manière générale. Donc on avait posé ces questions-là. On avait fait à ce moment-là une 60aine d'entretiens. Et en parallèle, on était allé rencontrer des élèves donc sur ces mêmes questions. Et eux, on leur avait plutôt proposé des petits questionnaires à travailler voilà, en groupe sur ces mêmes questions pour après pouvoir finalement comparer les données entre les élèves et les acteurs et voir quelles étaient les similitudes, quelles étaient les différences entre eux. Et ensuite, voilà, en tant que bon chercheur, entre guillemets, on a procédé à des petites analyses statistiques pour voir un petit peu quelles sont les compétences qu'on pouvait dégager de ces différents corpus. Et évidemment, on ne s'est pas arrêté là, sinon je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui en train d'en parler. Donc on ne s'est pas arrêté là, on est allé soumettre en fait ces premiers résultats de la phase recherche sur le terrain. Et de là a commencé la véritable phase de co-construction, co-rédaction, où on a pu croiser, confronter l'ensemble des sources d'informations et on a pu impliquer un certain nombre d'acteurs. Donc à chaque fois, on avait un matériel en fait très dynamique où on allait proposer à des classes d'élèves de travailler par petits groupes, par exemple sur la définition des compétences, sur les niveaux de progressivité. On leur faisait travailler sur des mises en situation, par exemple, des choses comme ça. Et on faisait également des activités similaires avec les équipes. Donc les équipes éducatives au sens large, évidemment. Et à chaque fois, on faisait aussi évoluer notre matériel en fonction des résultats en fait, qu'on obtenait. Voilà, dès qu'on avait suffisamment d'informations pour stabiliser, par exemple, les définitions, on passait ensuite à une autre étape et ainsi de suite. Donc globalement, voilà un petit retour chiffré concernant le référentiel lycée, excusez-moi, le référentiel lycée. Donc on a eu 14 régions académiques qui ont été mobilisées dans la phase de co-construction, co-rédaction. Donc globalement 57 lycées, 4 CIO et un campus des métiers. Donc en termes d'effectifs, ça représente plus de 2000 élèves qui ont été rencontrés et un peu plus de 350 acteurs de l'orientation au sens large. Et pour aboutir finalement à 15 compétences à s'orienter réparties en 3 blocs. Donc voilà, si vous voulez accéder rapidement, on a aussi mis un QR code. Voilà, sinon vous pouvez le retrouver aussi sur le site de l'ONICEP éventuellement, si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Et je crois que je termine par cette slide sur la construction. Voilà la présentation du référentiel des compétences à s'orienter au lycée. Donc vous voyez bien apparaître, merci. Vous voyez bien apparaître les 3 blocs ici. Donc le premier en orange, donc s'informer, se repérer dans la société de l'information, où là on va retrouver un certain nombre de compétences, alors qu'intuitivement on pourrait, je pense, citer ou qu'on a déjà plus ou moins tous travaillé avec les élèves ou étudiants. Donc la question de comment chercher et traiter l'information, la question aussi de la connaissance des personnes, des lieux et des ressources qui peuvent m'aider dans mon orientation. Donc est-ce que je sais qui est le psychologue de l'éducation nationale, qu'est-ce qu'il fait, où le retrouver, est-ce que je sais que le professeur documentaliste, par exemple, peut m'aider aussi sur la recherche d'informations. Enfin voilà, quelque chose de très large aussi. Et ce qui est important dans cette compétence aussi, c'est comment on apprend aussi à l'élève et autres à pouvoir discerner aussi les rôles et les missions de chacun de ces professionnels en fonction. La question aussi donc d'explorer, se repérer dans les diplômes et les formations ou encore les métiers, les domaines professionnels.
Et enfin, la question de s'interroger et de pouvoir déconstruire les représentations. Donc, Madame la rectrice en a parlé tout à l'heure, notamment sur l'orientation genrée. Voilà, donc c'est des questions qu'on va pouvoir aussi travailler avec les élèves. Le deuxième bloc, donc là c'est le bleu. Alors se construire et se projeter dans un monde incertain. Donc là on recentre un petit peu sur l'élève, et si on se rappelle la première définition qui avait été donnée des compétences à s'orienter sur la question de la gestion des transitions, la gestion du parcours. Donc on est véritablement sur ça ici. Donc la question d'accepter les imprévus, de saisir les opportunités. Voilà comment je réagis aussi face à ces éléments. Construire, développer, mobiliser ses réseaux, je l'ai évoqué tout à l'heure. Identifier, prendre en compte ses atouts et ses obstacles, ou encore se projeter et comprendre les implications de mes choix. Voilà, quand on parlait tout à l'heure des enseignements de spécialité, quelles implications peut avoir tel ou tel choix pour la suite de mon parcours, par exemple. Et le dernier, je fais rapide. Donc le dernier, se découvrir et cultiver ses ambitions, parce que j'ai le timer en face, vous ne voyez pas, mais voilà. Donc, se découvrir et cultiver ses ambitions. Donc là, on est sur la connaissance de soi, apprendre à se connaître, mettre en lien aussi les éléments que je connais sur moi-même avec mes aspirations, donc avec mes projets, mes ambitions. La question de s'autoriser à rêver aussi. Alors ici, on va retrouver plutôt la notion de croire en soi, la notion de l'autocensure aussi. Donc, est-ce que je peux identifier l'autocensure? Est-ce que je peux la dépasser, etc. Et la question aussi de pouvoir se donner les moyens. Voilà, quand on a des objectifs, comment en fait on peut dessiner les différentes étapes pour pouvoir véritablement les atteindre. Parce qu'avoir des objectifs, effectivement, on sait que c'est fondamental, mais après il faut aussi savoir et pouvoir les réaliser. Donc on va vraiment retrouver toutes ces dimensions-là. La question aussi de savoir se présenter, maîtriser son image, je l'ai évoqué tout à l'heure avec l'exemple du stage. Et enfin la dernière, donc pouvoir traduire l'ensemble des expériences, donc qu'elles soient personnelles, scolaires ou professionnelles, en termes de compétences. Voilà, donc comment je retire en fait des éléments de compétences dans les différentes actions que j'ai pu faire ou dans lesquelles je me suis engagée, pour après pouvoir les valoriser et qu'elles puissent servir mon parcours. Merci beaucoup. Bravo, merci. Merci beaucoup. Alors maintenant que certains ont découvert donc, ce référentiel, peut-être que des questions ont été posées. Alors je vais demander au maître des questions, Abdi, que je ne vais pas encore présenter. On vous écoute, Abdi. Est-ce que des questions ont été posées par le public via cette belle application Slido? Bonjour à tous. Alors oui, pas mal de questions effectivement qui ont commencé au moment des discours, donc pas forcément tout à fait en rapport avec l'intervention qui vient d'avoir lieu, mais in extremis une question qui vient d'avoir lieu, qui vient d'être posée en rapport avec ce que vous venez d'exposer sur le fait que ce référentiel puisse être disponible pour le collège aussi. Oui, alors effectivement, il me manquait une slide pour tout vous dire avant de terminer. Et la dernière slide était prévue sur la question du référentiel collège. Donc là, actuellement, on est sur la co-construction du référentiel des compétences à s'orienter au collège. Donc on a repris exactement la même méthode que j'ai pu vous présenter là, qu'on a mis en place au lycée. Donc là, sur les temporalités, la phase recherche, on l'a terminée depuis septembre 2023 et on est donc jusqu'en décembre 2023. Donc il nous reste encore un mois et demi à peu près d'intervention sur le terrain pour finaliser la phase de co-construction, co-rédaction. Et ensuite, on est sur une livraison prévue en janvier 2024. Du référentiel collège, avec, comme ça a été dit tout à l'heure, une version consolidée aussi du référentiel lycée professionnel. Voilà. Et en avril 2024, on va aussi pouvoir livrer un rapport de recherche qui permettra d'expliciter ou de réexpliciter en fonction toutes les étapes de construction des deux ou des trois d'ailleurs référentiels. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. D'autres questions ?
Ça fonctionne. Oui, oui, tout à fait, ça y répond. Et alors du coup, de l'autre côté du spectre, que sait-on de la transférabilité de ce référentiel à un public adulte? Et alors une question que je n'ai pas comprise, mais que je vous livre telle qu'elle, au niveau des compétences assurantées, quelle implication avec les open badges? Que ceux qui ont compris répondent. Alors, sur la possibilité de mettre en lien ce référentiel des compétences à s'orienter tout au long de la vie, il faut savoir que le référentiel des compétences à s'orienter, le portfolio de manière plus générale qui va être créé par l'ONICEP, que je vais vous présenter très rapidement après, il y a la transférabilité de ces données-là en direction notamment du passeport des compétences du ministère du Travail et également d'Europass. Alors, il y a plein de liens qui sont faisables entre les différents référentiels. On pourra y revenir si vous voulez dans un second temps. Mais effectivement, c'est assez... Alors, on le verra de manière plus appliquée entre le référentiel des compétences à s'orienter et les référentiels d'enseignement. Mais à ce moment-là, je pourrais vous donner aussi vous dire deux mots par rapport notamment au ROM 4.0 sur lequel on trouve à chaque fois des points de rencontre entre ce référentiel-là et l'autre référentiel. Alors, avant de passer à la deuxième partie, je voudrais bien voir les dessins de Urbs. Il a forcément été inspiré. Ben voilà. Ah, ça, il faut demander. Peut-être qu'il peut vous les vendre. Merci beaucoup. Merci Urbs. Je vous laisse poursuivre donc, sur la deuxième partie. On se retrouve ensuite pour d'autres questions. N'hésitez pas à continuer à envoyer vos questions via l'application. Merci beaucoup. Alors avant tout, merci Kimberlé pour la présentation. De manière plus vaste, merci pour toute la création de ce référentiel au laboratoire l'APA, avec notamment Kimberlé Briou et Laurent Sauvé, et tout leur travail qui est toujours en cours, comme ça a été dit. Ce référentiel-là, c'est qu'une première version, c'est une version non définitive qui va être modifiée en rajoutant déjà tous les retours qu'on a eus sur cette première version, en ajoutant également des spécificités par rapport au lycée professionnel et avec une nouveauté qui va être la version pour le collège. Donc vous l'avez noté, ce référentiel, c'est un référentiel qui est créé par les élèves, par les équipes éducatives, par les acteurs de l'orientation, pour les élèves et pour les acteurs de l'orientation. Et le but est que ce soit totalement lisible par chacune des personnes. Donc pour mieux comprendre comment ça a été fait et pourquoi ça a été fait, on va faire un petit zoom arrière, puisque Kimberlé en a parlé. C'est une collaboration avec l'ONICEP et qui prend sa source dans le cadre du programme à venir. Le but de ce référentiel-là, l'objectif, c'était de créer un référentiel qui permette à tous les acteurs d'accompagner les élèves, les étudiants, les étudiantes dans leur parcours d'orientation et dans la création de leur projet avec un S. Donc, petit retour, le programme à venir, on va le détailler dans un instant, à ne pas confondre avec le parcours à venir. Le parcours à venir, donc Madame la rectrice l'a évoqué tout à l'heure, avec ces 3 items, la découverte des métiers, la découverte des formations et le travail sur le projet de l'élève. Le programme à venir est totalement différent, mais le référentiel des compétences à s'orienter vient rendre quelque part plus opérationnel le parcours à venir pour chacun des élèves. Très rapidement, le programme à venir, vous avez 2 grands volets. Donc c'est un programme qui est piloté par l'ONICEP dans le cadre de France 2030 sur 10 ans, avec un projet, une partie qui porte sur l'enseignement supérieur, qui est piloté par l'Université Savoie-Mont-Blanc, avec d'autres acteurs que vous avez ici, et une seconde partie, dans laquelle on est plus présent actuellement, qui est coordonnée par l'ONICEP et qui porte plus sur la partie formation initiale, formation scolaire. C'est dans ce cadre-là que se trouve le référentiel des compétences à s'orienter. Ce programme à venir comporte 3 grandes briques. Une plateforme qui va être une plateforme globale dans laquelle on va retrouver différents outils en direction des équipes éducatives, des élèves, des étudiants, des apprentis, potentiellement des décrocheurs aussi, sur lequel il va y avoir notamment un outil qui va permettre, qui sera dédié au référentiel des compétences à s'orienter. Ça rejoint la question qui a été posée en tout début. Le référentiel des compétences à s'orienter, pour l'instant, ce n'est qu'un livret,
mais ce livret va être aussi décliné en une application. Toutes les données de ces différentes applications, dont celle qui sera en direction des référentiels des compétences à s'orienter, va déverser leurs informations dans un portfolio. C'est la deuxième brique de ce programme-là. C'est un portfolio beaucoup plus vaste que celui existant à l'heure actuelle, portfolio qui va assurer la portabilité des informations de tous les élèves, du collège au lycée, mais aussi dans l'enseignement supérieur, donc soit par le biais de l'outil qui a été développé, qui est en cours de développement dans le cadre de la première partie du programme dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est un outil basé sur Karuta, sur une approche par compétences, soit par portabilité sur des outils déjà existants, mais aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec une portabilité en direction du passeport des compétences qui est mis en place par le ministère du Travail, mais également d'Europass. Et enfin, troisième brique, je ne la développerai pas, c'est une brique qui porte sur les compétences du XXIe siècle, c'est-à-dire des compétences qui vont permettre aux élèves de créer leur projet et de l'adapter dans un monde qui est en bouleversement, en changement. La philosophie du programme à venir, elle repose en fait sur l'idée que pour cela, pour qu'un élève puisse construire son projet, il va falloir qu'il soit acteur de ses décisions et qu'il prenne conscience de différentes parties. Alors là, c'est représenté sous la forme d'un ikigai, avec comme mantra clé le savoir devenir soi. L'idée, c'est d'arriver à trouver le bon centre entre ce que j'aime faire, quelles sont mes envies, qu'est-ce que j'ai envie de faire, ce en quoi je suis doué, c'est quoi mes connaissances, c'est quoi mon niveau scolaire, c'est quoi mes compétences, ce que je veux apporter à ce monde en transformation, donc quel est mon engagement, quelles sont mes valeurs, engagement et valeurs notamment dans le cadre du développement durable, et ce pourquoi je peux être rémunéré, c'est-à-dire c'est quoi la réalité de la formation, c'est quoi la réalité du monde de l'entreprise. Tout ça va s'appuyer sur des compétences. Alors l'un des plus forts piliers, c'est le sujet d'aujourd'hui, ce sont les compétences à s'orienter, mais on va avoir aussi ces fameuses compétences du XXIe siècle, mais également les compétences techniques qui vont être développées soit dans le cadre des formations, soit dans le cadre de futurs métiers. De manière plus pragmatique, là vous avez une idée du contexte, vous savez ce que sont ces compétences à s'orienter, c'est quel est le lien maintenant avec la réalité de tous les jours d'un élève, d'un étudiant, d'une étudiante. Je reviens sur ce qu'a pu énoncer Christelle Grotreau, qui est la sous-directrice des savoirs fondamentaux et des parcours scolaires de la DGESCO, donc Direction Générale de la Scolarité, qui a dit lors de l'inauguration du lancement du référentiel des compétences à s'orienter que c'était un formidable outil et qu'il allait permettre de guider l'action des équipes éducatives, d'outiller et de structurer les séquences pédagogiques et d'enrichir les ressources disponibles. Et là, vous avez un exemple. Alors, je ne vais pas vous faire tous les exemples, mais là, il y en a un particulier qui est intéressant. C'est un travail qui a été mis en place par des IAIPR sur 2 académies, l'Académie de Toulouse et l'Académie de Bordeaux. En IAIPR, je citerai notamment Gianni Colamonico, qui est inspecteur académique, inspecteur pédagogique régional en physique-chimie, et qui a eu pour idée de mettre en relation ce référentiel des compétences à s'orienter avec les référentiels d'enseignement. Alors les référentiels d'enseignement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tous les contenus attendus des différentes formations. Donc il existe un référentiel niveau collège et pour chacune des matières. Il y en a pour qui c'est assez simple, c'est-à-dire effectivement quand on pense, par exemple on avait tout à l'heure, Kimberlé a parlé de chercher et traiter l'information. On voit bien en français, en histoire géo, sur les professeurs documentalistes, le lien est assez simple. Il y a d'autres matières où on pourrait se dire que ça va être plus compliqué. Donc juste un petit zoom. Là, vous avez le référentiel très global de seconde de GT en physique-chimie. Et vous voyez, c'est décliné. Alors, il y a s'approprier, il y a analyse déraisonnée, il y a valider. Si on regarde s'approprier, on voit que c'est assez simple. Alors, je suis désolé, je ne vois pas sur l'écran, donc je me penche sur ma feuille. C'est les effets de l'âge. Le premier, c'est rechercher à organiser l'information en lien avec la problématique étudiée. On voit bien qu'il y a un lien très simple avec cette compétence à s'orienter qui est chercher et traiter l'information. Là, c'est simple.
Sur le deuxième item, analyser et raisonner, on est sur la physique-chimie, donc c'est tous les protocoles qu'on va mettre en place, c'est formuler des hypothèses, proposer une stratégie de résolution, etc., etc. Et là, on voit bien que cette compétence-là, on peut tout à fait la transposer avec des compétences existantes dans le référentiel, qui est me projeter et comprendre les implications de mes choix. On est vraiment sur la même problématique. Je poursuis, valider, faire preuve d'esprit critique, procéder à des tests de vraisemblance, identifier des sources d'erreurs, estimer une incertitude, comparer à une valeur de référence. Là, on voit bien aussi que ça fait lien avec interroger et déconstruire les représentations. C'est-à-dire qu'on part d'une idée préconçue et on peut réfléchir, tiens, c'est pas vraiment la réalité, et ça nous permet de réfléchir et de remodifier ce qu'on pouvait penser au départ. Et enfin, je termine avec la dernière partie, confronter à un modèle à des résultats expérimentaux, proposer d'éventuelles améliorations de la démarche ou du modèle, pareil, on retrouve cette compétence à s'orienter, accepter les imprévus et saisir des opportunités. On voit bien que le lien se fait aussi. Donc sur un référentiel qui est purement un référentiel d'enseignement, un référentiel en direction d'enseignants sur lequel le lien avec le référentiel des compétences à s'orienter pour de la physique-chimie ne se fait pas comme ça a priori, on voit bien que quand on se penche sur les référentiels, on va trouver des ponts. Ils existent, ils sont faciles à mettre en œuvre et ils se font de manière naturelle par les enseignants. J'ai dit tout à l'heure qu'on aurait pu faire le lien avec le ROM 4.0. Par exemple, je vais en prendre qu'un. Dans le référentiel des compétences à s'orienter, Kimberley a parlé de gérer et anticiper les transitions. Si vous reprenez le ROM 4.0, on a un item dans des compétences qui sont un peu transversales, même si ça n'a pas été tourné comme ça dans ce référentiel-là. C'est dans la partie agir et interagir en contexte professionnel. On a une métacompétence, puisque c'est le terme dans ce cadre de ce référentiel-là, qui est s'adapter au changement. Donc on voit à chaque fois sur ces référentiels-là, on va trouver différents ponts, différentes liaisons. J'ai montré un exemple concret. J'aurais pu en montrer d'autres. Alors j'ai les services de l'orientation face à moi, donc je vais faire un peu une énumération. Si on parle de l'Académie de Poitiers, par exemple, il y a toute une réflexion qui est menée dans le cadre du groupe de travail Continuum Bac-3, Bac+3, sur comment on peut utiliser ce référentiel des compétences à s'orienter pour aider l'élève à passer du collège au lycée et à l'enseignement supérieur. D'une autre manière, sur l'Académie de Limoges, on a un terrain d'avenir. Alors, je vous ai parlé du programme Avenir. Terrain d'avenir, ce sont des terrains d'expérimentation. Et donc, il y a un terrain d'avenir sur l'Académie de Limoges qui porte sur la découverte des métiers, la découverte des formations, en lien avec les compétences, et notamment les compétences à s'orienter. Et pour revenir au local de l'étape, l'Université de La Rochelle nous a, il y a très peu de temps, il y a 2-3 jours, sollicité pour travailler sur les compétences à s'orienter, et cette fois-ci dans le cadre de l'enseignement supérieur. Donc c'est vraiment pas quelque chose qui est abstrait, c'est quelque chose qui a été déjà mis en œuvre. Et pour remettre en place un peu le contexte, je vous rappelle que le programme Avenir, son lancement au niveau national, n'a eu lieu qu'en 2022. On est en 2023. Donc on est vraiment sur les premières étapes. Autre outil qui peut être intéressant et qui porte également à double titre sur le référentiel des compétences à s'orienter, là, c'est l'interaction entre cet outil-là et des outils ONICEP existants, outils qui sont à disposition des équipes enseignantes et de tous les acteurs de l'orientation. Vous avez ici la présentation d'un agenda de l'orientation. Alors, agenda de l'orientation, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui est tout à fait gratuit, mis à disposition depuis maintenant plus d'1 an, qui permet de planifier, de programmer toutes les actions de l'orientation dans le temps. Donc, c'est un outil sur 11 mois, de septembre à août, avec 2 entrées. Une entrée ressources, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place, et une entrée événement, qu'est-ce qui se passe dans mon lycée, dans ma région, dans mon académie, à un moment donné de l'année. Et là, vous avez un agenda de l'orientation qui a été construit et qui porte strictement sur comment je mets en œuvre dans mon établissement, avec ma classe, des différentes compétences, du livret des compétences à s'orienter. Alors vous avez 2 grands exemples ici. Ce qui est encore plus intéressant,
c'est que cet outil-là s'interface avec un autre outil ONICEP qui s'appelle Réseau. Réseau, c'est une plateforme sur laquelle on va trouver plus de 700 ressources pédagogiques, orientation, totalement gratuites, modifiables, en direction des acteurs de l'orientation. Pourquoi je parle de réseau? Parce que dans cet outil-là, dans cette boîte à outils, avec toutes ces ressources, on va pouvoir les filtrer. Et on va pouvoir les filtrer avec des filtres que vous connaissez, dont vous avez l'habitude, que sont le niveau de l'élève, que sont la thématique, par exemple la découverte des métiers ou autres, mais aussi et surtout par toutes les compétences à s'orienter. Donc je vais pouvoir trouver des ressources qui vont traiter de manière spécifique, par exemple de s'autoriser à rêver, dont on parlait tout à l'heure Kimberley. Et donc en agençant les deux, on a créé cet agenda-là avec différentes ressources. Alors ici, vous en avez deux qui sont mises en avant. Vous avez découvert le héros ou l'héroïne qui est en toi. Donc là, c'est une ressource qui permet d'identifier par l'élève et pour l'élève les compétences qu'il utilise tous les jours en fait, sans le savoir. Donc qu'il puisse commencer à les savoir, à savoir qu'elles existent, à les identifier, pour après pouvoir les utiliser, les valoriser et progresser dans leur utilisation. Vous en avez une autre, c'est débattre des croyances limitatives en matière d'orientation. On revient sur ce qui a été évoqué par Madame la rectrice ou par Kimberley Briou tout à l'heure, sur la notion d'égalité, sur la notion aussi, comme a exprimé M. Nambrini, de limitation par rapport au monde social dans lequel évoluent les différents élèves. Donc vraiment, on a toutes ces parties-là. Sur la partie événement, vous avez un autre exemple, c'est accompagner l'orientation des élèves de terminale. Et là, c'est une formation, c'est-à-dire que c'est une formation qui est en autonomie, qui permet aux enseignants de se former à l'utilisation de cet outil-là. De manière plus vaste, il existe aussi, a été créé notamment en Nouvelle-Aquitaine par Brigitte Lévy, qui est présente dans la salle, une spirale INSPE. Alors c'est un vilain nom pour dire que c'est une formation mise en place dans le cadre de l'INSPE. L'INSPE, c'est l'Institut national supérieur du professorat et de l'enseignement, en direction des nouveaux enseignants et enseignantes sur comment utiliser dans leur enseignement le référentiel des compétences à s'orienter. J'ai évoqué tout à l'heure, dans le cadre du programme à venir, un outil qui va être dédié au référentiel des compétences à s'orienter. Cet outil-là, à ce jour, on n'a pas de visuel, puisque les premiers marchés ont été passés assez récemment. La société qui va mettre en place cet outil-là vient d'être nommée, donc pour l'instant on est au tout début du travail. Néanmoins, la première version va être délivrée dès la rentrée 2014, puisqu'à la rentrée 2024, pardon. Là, j'étais largement en retard. C'est les effets de l'âge. Je la refais, elle n'était pas bonne. Donc, dès la rentrée 2024, merci Kimberley. C'était pour voir s'il y en avait qui suivaient, il y en a au moins une. Donc, le lancement de la plateforme à venir avec cet outil-là qui sera lancé en une première version qui ne va être dédiée qu'en direction des élèves de seconde générale et technologique et seconde professionnelle. Cet outil-là va avoir 3 cibles principales qui sont l'élève, l'équipe éducative et le personnel de direction, avec pour chacune de ces cibles 2 objectifs principaux. Pour l'élève, c'est simple, ça va être qu'il identifie ces compétences-là, et du coup je l'ai perdu, surtout que je ne le vois pas d'ici, c'est un peu plus compliqué. Non, décidément. Si, je peux. Donc qu'il identifie et qu'il les développe. L'idée, ça va être sur une auto-évaluation qui voit où il se situe au départ, où il se situe à un moment donné, et qui puisse voir la progression surtout, c'est ça qui va être important, c'est la progression de ce qu'il a pu mettre en place sur ces différentes compétences. En termes d'équipe éducative, là aussi 2 objectifs. Le premier, ça va être de connaître, de découvrir ces compétences à s'orienter, parce que c'est quelque chose de nouveau pour les équipes éducatives. Et après, de pouvoir les mettre en œuvre dans le cadre de l'enseignement qu'ils donnent à leurs élèves. Pour l'équipe de direction, on est sur 2 objectifs différents. Le premier, ça va être de visualiser
la place du référentiel des compétences à s'orienter dans son établissement, comment c'est mis en œuvre au jour le jour, et d'autre part, un autre outil qui va lui permettre de piloter la partie orientation, puisque le chef d'établissement dans son établissement est le responsable de l'orientation et de la mise en œuvre de l'orientation dans son établissement. Sur ce, moi j'ai fini en avance. J'ai essayé de faire court. Et il y en a qui sont en retard. Merci, on peut vous applaudir, bravo. Alors, Abdi me fait un petit signe de la tête. Il semblerait que vous ayez reçu des questions pendant cette présentation. Oui, nous avons beaucoup de questions qui me permettent de développer ma compétence à questionner. Parce que, j'essaye de trouver le point commun un petit peu de toutes les questions qui sont posées. Et vous avez souvent évoqué... je précise d'ailleurs que les questions qui ont été posées au tout début ne sont pas oubliées, mais que lorsqu'on aura l'occasion de les poser en fonction du thème qui sera abordé, évidemment, on essaiera d'y revenir. Oui, voilà, c'est ça. J'ai hésité à Voilà. vous donner la parole sur ces questions-là, puisque bon, on l'entend, certaines personnes aussi ont des obligations. Et... Voilà. Alors en tout cas, sur vos interventions, il y a beaucoup de questions et qui ont comme point commun de vous poser la question du lien. Vous avez parlé du pont, vous avez parlé des passerelles, du lien qui est établi entre le référentiel et alors là, j'ai une petite liste que je vous soumets, mais ça tombe bien puisque vous avez fini un peu en avance. Donc du lien, alors parmi les personnes qui sont présentes dans la salle, on a des personnes qui travaillent par exemple au sein de missions locales et qui posent la question. Donc évidemment, vous évoquez souvent l'élève et donc pose la question du jeune d'une manière générale. Donc quel lien est établi avec les jeunes d'une manière générale au-delà de l'élève dans le cadre de l'institution scolaire. Il y a également la question du lien entre le référentiel et sa prise en compte dans Parcoursup. Est-ce que c'est quelque chose qui est prévu ? Il y a la question du lien du référentiel avec... Alors vous avez parlé des métiers de l'avenir, mais du coup de ces métiers qui n'existent pas encore, qu'on ne connaît pas encore et qui existeront prochainement. Donc comment est-ce que le référentiel intègre cette évolution-là ? Et un quatrième lien, qui n'est pas des moindres, c'est celui de la prise en compte des erreurs. C'est-à-dire qu'un parcours de vie est fait d'essais, est fait d'erreurs, et que ces erreurs nous construisent le soi. Vous avez évoqué cette notion-là. Et du coup, comment le référentiel prend en compte, dans la construction du soi, les erreurs et les essais de chacun. Merci. Alors, sur la première partie, j'ai noté les questions au fur et à mesure, ma mémoire étant ce qu'elle est. Le lien avec les jeunes. Alors, vous l'avez compris, c'est pas... alors, effectivement, on a ciblé le référentiel en fonction des niveaux. Pourquoi ? Je l'ai dit dans mon préambule, ce référentiel a été construit par et pour les acteurs. Et l'idée principale était qu'il soit compréhensible par tous, c'est-à-dire que les différents items, la manière dont les compétences sont explicitées, dont les attendus sont explicités, etc., soient faites de manière la plus compréhensible possible. Donc effectivement, on va trouver un référentiel collège, un référentiel lycée général et technologique, et aussi lycée professionnel. Il peut être pris en main par les élèves, c'est-à-dire qu'après, l'ONICEP est en train de créer des ressources, dont certaines qui sont en autonomie, c'est-à-dire que l'élève, tout seul, va pouvoir travailler sur ces compétences-là. Je l'ai évoqué aussi, l'outil va lui permettre d'identifier ces différentes compétences, se les approprier et de voir la marge de progression qu'il va avoir dessus. Après, je ne vois pas trop comment je peux aller plus loin dans cette partie-là. Si vous voulez affiner la question, c'est avec grand plaisir. Je passe sur la deuxième, sur Parcoursup. Alors, il ne va pas y avoir un lien direct entre les compétences à s'orienter et Parcoursup. On va le trouver de manière beaucoup plus importante sur d'autres outils UNICEF qui sont en cours de développement. Là, cette année, par exemple, il y a un module lycée qui a été mis en ligne par l'ONICEP qui va à terme remplacer, pour ceux qui connaissent, le site seconde première et le site terminal. Pour l'instant, il y a surtout une mise en avant des principales questions qui portent sur Parcoursup, mais à terme, il va y avoir un lien beaucoup plus fort entre ce site-là, enfin ce module-là, et le site Parcoursup. Après, effectivement, les compétences à s'orienter visent à
amener l'élève et à faciliter son travail de projection sur les formations au sens large et les métiers qu'il peut envisager. Ce qui me permet aussi de partir sur la prise en compte des droits à l'erreur. Alors, c'est tout à fait le cas. C'est-à-dire que là, dans les compétences qui sont mises en avant, il y a tout à fait cette partie-là, avec notamment une compétence spécifique qui est accepter les imprévus et saisir les opportunités. On est vraiment dans ce droit à l'erreur-là. C'est permettre à l'élève de réfléchir, d'accepter qu'il puisse s'être trompé, qu'il n'a pas le niveau, ou que cette formation-là qu'il a débutée ne lui permet pas, ne lui convient pas, et donc de réfléchir à « Ok, je constate que je suis dans l'erreur, dans l'échec, je peux rebondir, et qu'est-ce que je mets en œuvre pour reconstruire un autre projet ?» C'est pour ça que maintenant, on parle plus trop de projet d'orientation, mais vraiment de parcours d'orientation dans ce qu'il peut avoir de non linéaire, de droit à l'erreur et de réorientation à ce niveau-là. Est-ce que tu veux parler D'autres précisions ? Alors, il restait les métiers non existants. Je pense que sur la question des métiers non existants, on peut tout à fait rejoindre ce que tu évoquais sur l'acceptation des imprévus notamment. Alors oui, ce qui est compliqué aussi dans les discours à l'heure actuelle pour je vais dire les jeunes au sens large du terme, c'est voilà, vous réfléchissez à votre parcours d'orientation, mais en même temps, ce vers quoi vous tendez je sais pas, 2 ans, plus ou moins 3, je ne sais pas comment on peut dire, dans le moyen terme en tout cas, finalement, ça pourrait ne pas porter ses fruits si le ou les métiers en question n'existent plus dans 10, 15, 20 ans, etc. Donc c'est vrai que c'est un discours qui est beaucoup véhiculé à l'attention des jeunes. Eux-mêmes aussi sont en capacité d'aller chercher cette information aussi. Mais pour aller un peu plus loin, ou pour rebondir sur ce que tu disais, c'est aussi pour ça qu'on essaie de travailler en fait sur cette notion de compétence. Comme on disait tout à l'heure, une compétence, elle est tout à fait transposable en fonction des contextes. Donc oui, je peux me former pendant un certain temps pour tel métier ou tel domaine professionnel, etc. Je vais donc développer, gagner des compétences que je pourrais remobiliser ensuite dans un autre domaine, dans un autre contexte ou dans une autre profession. Mais du coup, l'idée, c'est comment j'accompagne en fait le jeune à pouvoir conscientiser ça pour que cette fatalité, je mets des guillemets puisque ça dépend comment on se l'approprie, mais en tout cas ce discours un petit peu fataliste de voilà, je me forme pour quelque chose qui n'existera plus, en fait voilà, sortir de ce fatalisme-là et se dire je peux quand même rebondir grâce à ces compétences acquises et après, comme tu le disais, reconstruire un autre projet, un autre parcours. Voilà, je ne sais pas si c'était clair. Alors pour compléter sur les métiers de l'avenir qui ne sont pas encore connus, plus que les compétences à s'orienter, alors je l'ai évoqué de manière très rapide parce que ce n'était pas le sujet, l'ONICEP travaille aussi sur les compétences du 21e siècle, c'est-à-dire un ensemble de compétences qui vont permettre à l'élève, à l'étudiant, à l'étudiante, de se projeter beaucoup plus dans un monde qui est en mouvement. Donc ces compétences en soi-même, on part sur des compétences toujours pareilles qui ressortent de la recherche scientifique. Donc c'est les 6 C. Alors c'est mon jeu en général, j'en oublie toujours une. Collaboration, communication, connaissance de soi, esprit critique, citoyenneté, et il m'en manque un, heureusement j'ai quelque chose pour m'aider. Citoyenneté, je l'ai dit, créativité. Voilà. On est en train de travailler sur, pareil, une sorte de référentiel sur lequel ces compétences-là vont être réparties en sous-compétences, avec à chaque fois une définition bien précise, et un outil va être créé de manière à ce que les élèves, les équipes éducatives, les enseignants, tout le monde puisse s'emparer de ces compétences-là et les mettre en œuvre justement pour pouvoir s'orienter, pour pouvoir réfléchir à leur parcours de formation, aux différents métiers qu'ils vont pouvoir suivre, qu'ils vont pouvoir prendre dans ce monde qui est en grand mouvement à l'heure actuelle. Merci beaucoup. Je propose à Urbs de nous projeter ses dessins. Je suis certaine qu'il a été inspiré comme toujours. Très bien, merci. Alors pour reprendre les intentions
des conférenciers. Je vous propose d'accepter les imprévus. Nous sommes en retard et nous allons saisir l'opportunité d'aller déjeuner. Je vous invite à revenir ici à 14h pour une nouvelle conférence, celle de l'impact de la fusion des régions sur les politiques publiques d'orientation. Ce sera passionnant. Pendant cette pause, vous pouvez déjeuner bien sûr, mais aussi aller à la rencontre de la 50aine d'exposants qui sont présents au showroom ici. À tout à l'heure. I woke up to the morning sky first, baby blue just like we were.